Radio Classique, l'invité de l'économie. Et à 7h14, Nicolas Piron, vous recevez Jean-David Chamboredon, président du fonds d'investissement Isaïe. Bonjour Jean-David Chamboredon. Bonjour. Vous faites partie de l'univers des business angels, ces investisseurs qui prennent des participations dans des startups pour les aider à se développer, qui prennent donc des risques. Ce matin est présenté en Conseil des ministres un dispositif en leur faveur, le compte PME Innovation. Le but est d'inciter un dirigeant qui a réussi, revendu tout ou partie de son entreprise, à réinjecter plus facilement sa mise, sa plus-value, dans des entreprises de moins de 7 ans a priori. Est-ce que c'est une bonne mesure ? Le principe de la mesure est très bon. D'ailleurs, nous, on le pousse depuis 2013, donc on est très très favorable à ce principe, qui est le principe de recyclage de la création de valeur. C'est ça qui a fait la force de la Silicon Valley, avec des entrepreneurs qui derrière ont refinancé d'autres entreprises, sont devenus business angels, et la création de valeur de la Silicon Valley est recyclée de façon permanente. Et c'est ça qui nous manque en France, parce qu'on a des gens qui quittent le pays, parce qu'on a des gens qui sont coincés par des dispositifs fiscaux, et donc on voulait absolument permettre ce recyclage de façon... Un cercle vertueux. Un cercle très vertueux. Le produit que sort le gouvernement, que propose le gouvernement, il est très restrictif. Il y a des conditions de détention sur les titres que peuvent amener les futurs business angels. Il faut avoir plus de 10% d'une société. Oui, en gros, ça exclut tous les business angels actifs. Donc ça veut dire que c'est un dispositif qui va démarrer totalement à froid, sans aucune activité immédiate. Et on peut penser que ça sera difficile de le faire démarrer. Et puis il y a un deuxième sujet qui a disparu de la conversation avec le gouvernement, c'est on avait proposé une forme de franchise ISF qui faisait que si je vendais un bien exonéré, le temps que je réinvestis, je reste exonéré sur cet argent que j'ai l'intention de réinvestir. Ça a disparu du projet. C'est dommage parce que c'était véritablement innovant et quelque chose qui permettait justement de lutter contre l'exil fiscal et puis de rassurer les business angels sur justement cette volonté de réinvestir insufflé par un produit de ce type. Donc un dispositif qui risque de rater son objectif. L'exil fiscal, c'est une réalité encore aujourd'hui ? Alors, en gros, il y a de la part des entrepreneurs qui seraient susceptibles de Moi, j'estime que post-cession, il y a presque un entrepreneur sur deux qui quitte la France. Et ceux qui restent sont dans un maquis fiscal extraordinairement compliqué, notamment du fait de l'ISF. Je crois que Marc Simoncini était venu sur un certain nombre d'antennes expliquer que l'activité la plus risquée qu'il prenait en termes d'investissement avec son fonds en tant que business angel était taxé à l'ISF pour des raisons assez absurdes, parce que s'il avait détenu les titres en direct et non pas via une holding, ils auraient été exonérés. Enfin, on a un maquis fiscal incroyable. On souhaitait s'en extirper et malheureusement, j'ai l'impression que la grosse machine de Bercy nous y a remis. Vous parliez de la Silicon Valley qui a un dispositif, un système plus vertueux que la France. Est-ce qu'on est désavantagé, du coup, par rapport à des pays plus proches ? Je pense notamment à l'Angleterre. Alors, cette couche business angel, elle est assez fondamentale, puisqu'en fait, elle donne sa chance à des projets. Quelquefois, ils sont improbables, ces projets, mais quelquefois, ils deviennent des grands succès derrière. Blablacar, par exemple, dans lequel vous avez investi dès le départ. Blablacar est un exemple de cela. Et donc, ça veut dire que notre point de faiblesse, qui est l'investissement par les business angels, le ratio, c'est 1 à 10 entre la France et le Royaume-Uni, sur la couche business angel, 1 à 25 avec les États-Unis. Donc on a un retard considérable. Et donc si on n'encourage pas cette population à investir plus, à prendre plus de risques, par définition, on va avoir un problème de terreau de nouvelles entreprises finançables ensuite par le capital risque, etc., etc. Pourtant, on a l'impression qu'il y a des myriades de start-up innovantes qui se créent chaque mois en France. Oui, notre retard, on est en train de le combler petit à petit. En nombre d'entreprises financées, on progresse très bien. En montant investi, on progresse moins. Et si on regarde le montant levé par entreprise, on est très en retard sur des pays comme les États-Unis, Israël ou la Grande-Bretagne. Donc, on demande à l'entrepreneur français finalement de faire beaucoup avec très peu. Et si on veut construire des champions mondiaux, des champions continentaux, il faut évidemment que la machine soit plus généreuse en termes de capital. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous, Jean-David Chamboredon, c'est le fait que les députés veulent remettre en cause le régime fiscal des actions gratuites, censé là aussi favoriser le développement des startups. Qu'est-ce qui pose problème avec ce régime fiscal des actions gratuites ? Il est trop généreux ? Alors,
Les actions gratuites ont été réformées en 2015 avec une visée principale qui était les PME et les ETI qui ont besoin d'attirer des talents ou de fidéliser des collaborateurs. Sans avoir les moyens de leur verser un salaire aussi conséquent qu'un grand groupe. Absolument. Il se trouve qu'un certain nombre de grands patrons du CAC 40 se sont emparés du dispositif et ont demandé à leur conseil d'administration de leur octroyer des montants importants. Ça a fait réagir les députés qui finalement ont proposé de quasiment tout réformer à l'envers, sauf quelques exceptions pour les PME. Et on se retrouve dans une situation où les principales victimes dans notre écosystème, ce sont les ETI, les belles entreprises qui ont bien réussi, les grosses PME qui ont bien réussi, qui ont réussi à sortir du lot et qui aujourd'hui se retrouvent traités exactement comme le CAC 40, avec des sujets de contribution patronale qui sont très très lourdes pour des entreprises qui perdent de l'argent et avec évidemment une fiscalité pour les attributaires qui est moins favorable qu'avant. Comment faire pour que le système des actions gratuites ne soit pas dévoyé ? Puisqu'il l'est aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a une réponse un peu provocante qui est il faudrait réformer les stocks options parce que les stocks options sont totalement impraticables en France et c'est pour ça que des grands patrons ne se voient pas attribuer de stocks options. Une autre chose serait on a eu dans la loi Sapin 2 des choses sur le C1P, faire que les actions gratuites, si elles sont attribuées à des grands dirigeants, soient sous conditions de performance, avec une visibilité par les assemblées générales, avec un vote sur ces conditions de performance, qui permettent effectivement de dire, il y a un risque qui est pris, et il est logique que la fiscalité soit incitative, ou c'est une transformation d'un salaire en un autre moyen, et auquel cas c'est pas acceptable. Vous aviez mené à l'automne 2012, Jean-David Chamboredon, la fronde des pigeons. Est-ce que le combat est toujours d'actualité, à vos yeux ? On est dans une situation un peu particulière de fin de quinquennat où le Parlement, le gouvernement montrent une cohérence qu'on pourrait qualifier de fragile. Donc c'est le mouvement des pigeons, c'était un début de quinquennat. C'était une majorité et un gouvernement élu sur des choses un petit peu absurdes et qui nous avait fait réagir. Là, c'est un peu différent. Si on prend l'exemple des actions gratuites, je crois que le gouvernement prône la stabilité fiscale et en appelle à l'attractivité du pays. Et on a par contre au Parlement des choses qui peuvent être votées une nuit par quelques députés, etc. Donc c'est difficile de parler d'un mouvement qui ressemblerait au mouvement des pigeons, mais il y a une certaine lassitude, en tout cas parmi les anciens pigeons, sur ces sujets-là. Vous avez toujours l'impression qu'en France, on souhaite punir finalement ceux qui ont entrepris et réussi ? Si on prend l'exemple des actions gratuites et des victimes collatérales des amendements qui ont été votés en première lecture, à savoir les entreprises qui ne sont plus des PME, qui ont trop grossi, on s'aperçoit bien qu'on est en train finalement de punir ceux qui réussissent. Merci Jean-David Chamboredon, président d'Isaïe, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.